La scène de lamentation, elle a été filmée selon deux types de montages différents. C'est le vocabulaire de Eisenstein lui-même. Hein. D'abord, dans une perspective fragmentée, répétitive, polarisée, violente. Et Eisenstein nomme cela un montage rythmique. Les gestes de chacun répondent dialectiquement aux gestes de tous, ou à la geste, comme on dit en poésie épique. Alors, ça veut dire le point isolé en bas et puis tous les points levés en haut, par exemple. C'est le plus simple, l'exemple le plus simple. Donc, un montage qui est basé sur obrez, sur la coupure, et sur une sorte de rythme dans le montage rythmique. Et donc, ce qu'il appelle une autre approche, et qu'il appelle un montage tonal, montage tonal, ou alors montage harmonique, qui vont donner à l'espace et au temps des qualités complètement nouvelles. Et tout ça est ensemble, c'est ça qui est beau. Comme Léonard de Vinci, il fait coexister dans la même œuvre le vertige du proche et le vertige du lointain. Si l'on prend la Joconde, si on la prend au sérieux, eh bien vous avez à la fois le vertige du proche, le sourire, enfin tout ce que vous voudrez, tout ce qui est lié à la problématique du portrait, mais vous avez aussi quelque chose de l'ordre du détail. Elle s'est épilée les sourcils, par exemple. Là, les gens réfléchissent beaucoup sur ce genre de détails. Donc, quelque chose de l'ordre du proche. Et puis aussi, la façon dont Léonard de Vinci s'est intéressé aux atomes, c'est-à-dire la moindre inflexion dans le voile hein, qu'elle porte au-dessus des cheveux, là, derrière. Bon, c'est d'une précision incroyable. Si vous regardez dans la Joconde, l'ornementation de sa robe, vous pouvez aller avec votre loupe et puis vous irez très très loin. Vertige du proche. Et vertige du lointain, juste à côté. Pure atmosphère, flux. Dans les deux cas, c'est lucrétien. Bon, peu importe. Mais en tout cas, dans la même Joconde coexiste une façon authentiquement lucrétienne, je dirais, de traiter à la fois les filets d'une chevelure extrêmement détaillée et le flou d'un paysage, extrêmement nébuleux, extrêmement lointain. Voilà. Eh bien, de la même façon, dans le même Potemkin, coexiste la focalisation en gros plan de chaque geste avec l'imprécision voulue de toute une atmosphère filmée en plans généraux. Donc là, attention, les plans généraux sont très importants. Et puis, c'est des plans, justement, où le statut de la visibilité, là, il est tout à fait particulier, évidemment. Donc, on a d'un côté une lamentation détaillée dans chaque corps de pleureuse ou de pleureur, puisqu'il y a le monsieur barbu, là, qui pleure aussi, par exemple. Et Eisenstein fait répondre à cela, à cette façon d'être proche, une certaine façon d'être loin, d'interroger le lointain,
Et ce qui est magnifique, c'est que cette scène-là, il appelle ça lui-même le lamento des brumes. Le lamento des brumes. Ça veut dire que si ces plans du lointain sont inclus à la scène de lamentation, c'est que vraiment, ils ont pour fonction de créer cette psychotechnique et d'intégrer ce lointain, cette question d'atmosphère, à la problématique de la lamentation. La lamentation, ce n'est pas juste une personne qui pleure. C'est ce qui se passe entre une personne qui pleure vue de près et quelque chose de cet ordre. Ça, c'est fantastique, alors. C'est un choix prodigieux. C'est un choix prodigieux parce que, rappelez-vous, hein, il voulait filmer la totalité de l'année 1905 et tous les événements révolutionnaires, etc. Bon, finalement, par ce prototo, il prend juste le Potemkin. Bon, très bien. Mais alors, pourquoi il prend tellement de temps? Parce que ça dure. Je vais vous la montrer, la séquence. Il prend un certain temps à filmer des bateaux dans la brume. Mais ça sert strictement à rien, ça, d'un point de vue de la geste épique. Ça ne sert pas du tout à glorifier les révolutionnaires. Pas du tout, du tout. Alors, à quoi ça sert? Alors, bon, comme c'est une invention, quelque chose, c'est une décision. Ce n'était pas du tout dans le scénario. Pas du tout. Il n'a jamais écrit ça. Et comme souvent, d'ailleurs, en histoire de l'art, vous avez des très grandes inventions. Les inventions géniales sont souvent racontées comme des choses de hasard. Vous n'avez pas remarqué ça? Voilà ce qu'il écrit, donc c'est dans les Mémoires, page 192-193. Une autre trouvaille sur place. Voilà. Ça, c'est une trouvaille sur place. Ce n'est pas du scénario, ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu. Très important. La question de la prévision ou pas. Une autre trouvaille sur place, ce furent les fameuses brumes. C'était un matin brumeux dans le port. On aurait dit de la ouate recouvrant la surface miroitante de la baie. Et si le lac des Cygnes se jouait non dans le théâtre d'Odessa, mais parmi les grues et les débarcadères du port, on aurait pu penser que ce qui flottait sur les eaux, c'étaient les vêtements de jeunes filles parties pour un vol lointain sous forme de cygnes blancs. Donc il fait sa petite association d'idées musicalo-cultivées, antiques. Ouais, bon. La réalité est plus prosaïque. Les brumes sur la baie, eh bien, c'est le chômage, un jour noir à inscrire sur le calendrier du tournage. Un peu plus loin, il écrit « La charpie ébouriffée de la brume est percée par endroits de rares fils de quelques rayons de soleil. La brume en est constellée de taches de rousseur rose dorée, et la brume a l'air tiède et vivante. La brume a l'air vivante. Quoi qu'il en soit, pas de tournage. Le chômage. La location d'une barque coûte 3 roubles 50 kopecks. C'est beau, hein? En compagnie de Tissé et d'Alexandrov, je fais de la barque sur les eaux du port emplis de brume, comme dans un jardin infini de pommiers en fleurs. Ça, c'est très, très... C'est pas seulement lyrico, machin. Hein. C'est dans les mêmes mémoires, il parle de son premier souvenir d'enfance, qui est un paravent japonais avec des pommiers en fleurs. Donc, il est dans un espace de régression. Mais lui continue et il dit « 3 hommes dans un bateau, sans compter la caméra. Notre caméra, comme un chien fidèle, est avec nous en permanence. Elle escomptait
comme nous, se reposer aujourd'hui. Mais l'inlassable frénésie de 3 navigateurs l'oblige, la caméra, à ronger le brouillard. Le brouillard colle au verre de l'objectif comme de la ouate aux dents. Les pignons de l'appareil, c'est vrai parce que c'est très humide, donc probablement le bruit même de la caméra, ça devait être un peu différent. Les pignons de l'appareil semblent murmurer « Ça ne se fait pas de filmer des choses pareilles ». Mais cette rencontre avec le brouillard, saisie par hasard et repensée émotionnellement, donc saisie par hasard et repensée émotionnellement, repensée, c'est-à-dire remonter, bref. La sélection des détails, les contours des cadres fournissent ici le matériau des accords plastiques du deuil. Il sait ce qu'il voulait filmer. Il voulait filmer le deuil. Il voit de la brume et il décide qu'il va filmer de la brume. Voilà. Dont l'entrelacement subtil au montage s'organisera plus tard sur la table de montage en une symphonie funèbre à la mémoire de Vakulinchuk. Et bien de tout le film, cela s'avéra être la prise la moins chère, car la location de la barque pour la promenade sur la baie a coûté 3 roubles 50 kopecks. Voilà. Il dit quand même, j'avais l'impression que c'était une brume vivante et tiède. C'est curieux quand même. Mais ce qu'il veut dire par là, que son souvenir soit exact ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qu'il indique, c'est que l'espace extérieur équivaut dans l'économie de l'image, de l'obraz, à un espace intérieur. Il n'y a pas de distinction. Que ce soit un paysage ou un corps ou une âme, c'est la même chose au cinéma. Les trois. Et c'est pour ça qu'il est très facile, c'est une première valeur, mais c'est pas la seule. Il est très facile de voir la valeur allégorique que le cinéaste prête d'emblée à cette brume filmée par hasard. On ne sait plus où on est. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai regardé vraiment cette séquence. On ne sait plus exactement où on est. C'est-à-dire, on est à Odessa, bon, d'accord, mais on a l'impression que tout ça est en train de migrer du côté de Venise, par exemple. On a l'impression qu'on est à Venise, ou que ça va vers Venise, ou que c'est entre Odessa et Venise. Ça veut dire c'est un lieu, voilà, c'est un lieu, voilà. Mais la migration la plus importante qu'il cherche, elle n'est pas locale, elle est temporelle. À nouveau, c'est toujours le temps qui est le maître du jeu. C'est une migration temporelle dans le sens où cette brume a pour effet ou fonction d'amplifier psychiquement, c'est-à-dire à la fois émotionnellement mais aussi symboliquement, la scène de deuil elle-même autour du corps de Vakulinchuk. Et là, il se crée un déplacement temporel, et là, on est en pleine anachronie, Dans le port lui-même, dans l'eau, dans l'atmosphère, coexistent dans une même grisaille, regardez bien, les gréements de voiliers traditionnels qui n'ont pas d'âge, qui sont très anciens, et les docks industriels. Ça, c'est une image totalement anachronique. Il y a des trucs, des machines, des docks industriels, typiquement 20e siècle, et puis il y a des tableaux qui semblent venir tout droit d'une iconographie romantique à la Caspar David Friedrich. Je vous donne quelques exemples de tableaux de Friedrich où l'on voit des bateaux. C'est un peu ce même traitement de l'atmosphère. Voyez ?
et bien sûr le brouillard. Toujours dans les mémoires, la façon dont, juste après le texte que je vous ai cité tout à l'heure, Eisenstein tire la leçon de cette scène tournée donc par hasard, comme il dit. Le hasard fournit une solution plus incisive et plus forte, mais dans la même clé. Dans la même clé. Clé, ça veut dire tonale, la clé musicale, il veut dire. Et l'accidentel s'intègre dans le corps du film comme une loi organique, imprescriptible. Dans les notes de mise en scène, il y a des dizaines de pages sur la réalisation des funérailles de Vakulinchuk à partir de détails du port bougeant lentement. Mais ce sont les détails d'un jour de brouillard accidentel qui glisse rêveusement, c'est très très beau, à travers le port. Alors c'est un mot employé, c'est un verbe employé transitivement, qui glisse rêveusement à travers le port, leur sonorité émotionnelle, qui s'insère exactement dans la conception originelle des funérailles. Donc, il avait écrit un scénario, il se passait des choses dans le port, mais il n'avait pas prévu la brume. Et voici que ces brumes imprévues sont devenues le cœur même de la conception, c'est-à-dire le cœur même de la construction esthétique. Ce qui compte, c'est d'affirmer que la douleur du deuil, grâce à ça, grâce à cet outil visuel, nous est puissamment, magnifiquement suggérée comme une profondeur sans limite. À l'opposition méthodique entre l'image coupe, là j'ai pris cet exemple précisément parce que la caméra s'avance tout près du jeune manifestant et il déchire sa chemise. Donc voilà, on est dans l'image coupe à tous les niveaux, créatrice d'une puissance du proche, mais à cette image coupe répond ici la puissance du lointain, celle que rend possible une pratique ou une poétique de l'image sans limite claire. Voilà. Et Eisenstein a un mot pour cela. Je remercie beaucoup Antonio Somaini, parce que je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, avec cette histoire de brume, là, je pense qu'il n'y a pas seulement Obrez, il y a quelque chose d'autre. Quel serait le mot que Eisenstein lui-même emploie, toi qui as tout lu et tout ça? Donc il me dit, ben oui, en effet, il emploie un mot qui est le mot sreda. Sreda, S-R-E-D-A, si vous translittérez. C'est un mot russe qui signifie milieu. Milieu, le milieu. Quel milieu? En russe, là j'ai demandé à Elena Vogman, qui est russe, donc qui connaît encore mieux que Antonio Somaini toutes les variantes du vocabulaire. Et Elena me dit, ben oui, sreda, ça veut dire, premièrement, ce qui est au milieu, ce qui n'est pas au bord, ce qui occupe le centre. En allemand, on dirait Mitte, le milieu, Mitte. Deuxièmement, sreda, ça veut dire ce qui constitue l'élément matériel, fût-il diaphane, comme Aristote disait que le diaphane était l'élément, le médium de la vision, hein, théorie fondamentale hein, pour l'esthétique aussi. Donc, sreda, c'est l'élément matériel, même diaphane, du visible. Donc, en allemand, on dirait médium. Mitte, médium. Troisièmement, sreda, mais comme en français d'ailleurs, c'est ce qui instaure un chant. En allemand, on dit Feld, un chant. Fonction et chant de la parole. Chant. Un chant de perception. A, B, C. Quatrièmement, sreda désigne ce qui dessine l'ambiance où nous habitons. En allemand, on dirait Umwelt,
le monde environnant, le monde dans lequel nous habitons. C'est tout ça, hein, regardez l'image devant vous, c'est exactement ça. Et cinquièmement, naturellement, ce que les Allemands appellent Stimmung, c'est-à-dire l'espace émotionnel, l'atmosphère émotionnelle qui nous sollicite devant une image ou dans lequel nous sommes plongés grâce à une image. Et donc, à côté, ensemble, et c'est là où il est génial, Eisenstein, c'est qu'il a pu faire coexister l'image coupe, l'image obraz, et l'image atmosphère, l'image sans limite, l'image sans fin, l'image milieu, obraz, sreda. Toutes les deux, à leur façon, elles réalisent ce que Eisenstein attend de tout, de toute chose, de toute pensée, de toute image, de tout texte, de tout, de la vie. C'est-à-dire transgresser les frontières, c'est-à-dire extase. C'est ça qu'il attend de tout. C'est qu'on change de stase. S'il vous plaît, changez de stase, quoi. Ça serait un très bon... Voilà, ça serait le slogan d'Eisenstein. Donc, aussi bien l'image coupe, c'est bien sûr produire des extases, autant l'image milieu, le sait aussi. Quand Eisenstein parle du médium, il en parle notamment sur très précisément sur ces brumes-là, il en parle avec le vocabulaire des autres arts. Donc ça veut dire que le mot médium, cette notion de milieu, serait pour lui paradoxalement, contrairement à un moderniste normal, la meilleure occasion pour mettre en question l'autonomie d'un art par rapport à l'autre. C'est très particulier chez Eisenstein. C'est un cinéaste total, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne peut pas penser le cinéma sans toujours faire référence aux autres arts. Eh bien, pour parler du Lamento des brumes, il a trois paradigmes. Le premier, c'est un paradigme de picturalité, de colorisme. Il parle de sa scène des brumes, de son Lamento des brumes, en termes de colorisme, de picturalité. C'est que pour lui, un film, c'est absolument jamais en noir et blanc. Tous les films sont en couleur, tout simplement. Ce qu'on appelle les films en noir et blanc sont juste des films en gris, en différentes valeurs de gris. Donc, tous les films sont en couleur. La scène des brumes, c'est une scène qui lui plaît tellement parce qu'elle lui permet de travailler sur les possibilités du gris. Non pas de couleur, mais je dirais de coloris, au sens où on employait ce mot au XVIe siècle, dans l'esthétique italienne du XVIe siècle. Le coloris, quelque chose qui va au-delà de la simple couleur locale. Là, il y a bien sûr le coloris, il est aussi bien dans l'eau que dans l'espèce de vague horizon qu'on voit là derrière. Dans le Potemkin, c'est dans un texte qui s'intitule « Le mouvement de la couleur », écrit donc Eisenstein, je cite, « La gamme de gris traversait ce film de part en part. » Et en fait, c'était une façon de créer la spatialité propice à un pathos déterminé. Voilà. Donc, quand il parle de la couleur, il ne veut pas parler de la coloration des objets. Pas du tout. Il veut parler d'un milieu coloré. La seule exception, ça serait, il n'y aurait qu'une exception, parce que c'est pareil dans la grève, le sang coule, il est noir, il est gris. Mais la seule exception que je sache, c'est d'avoir peint en rouge le drapeau du Potemkin sur la pellicule. Là, il est vraiment coloré au sens de la couleur. Mais c'est bien plus important, le coloris en général, ce qui se passe dans le coloris, dans le milieu coloré, dont les objets vont tirer une qualité sensorielle et émotionnelle globale
dans le jeu des intervalles entre eux. C'est-à-dire, par exemple, là, il y a un intervalle entre l'eau et le quai qu'on voit là-bas au fond. Ben, cet intervalle, c'est dans cet intervalle que se joue l'impossibilité de découper la couleur locale. Il n'y a pas de couleur locale, il n'y a que du coloris global. Donc, cette attention au milieu, donc je reviens au mot sreda, et alors, est-ce que ce mot que tu m'as proposé conviendrait aussi là? Je ne sais pas. Cette attention au milieu a pour effet de dissocier en fait l'objet de sa couleur, de sa propre couleur, au profit d'une tonalité plus atmosphérique, d'un thumos, comme on dit en prononçant le grec à la française, comme on dit en Grèce ancienne. Une tonalité plus atmosphérique que Eisenstein dit retrouver. Alors il donne plein d'exemples, hein, c'est toujours dans son immense érudition, sa curiosité fantastique, qu'il dit par exemple retrouver dans les orages du Gréco. Il parle des brouillards de Whistler, il parle des pluies de Hokusai, il parle des éblouissements de l'espace entier chez Van Gogh, etc. On pourrait aussi penser à Vuillard, on pourrait penser à Klimt, peut-être qu'on pourrait penser à Parajanov d'une autre façon. Enfin, je dis ça comme ça. Il dit ceci. C'est dans un extrait, c'est l'extrait d'un cours sur la musique et la couleur, et en fait, c'est tardif, c'est plutôt autour de Ivan le Terrible. Donc, un film où il a utilisé, bien sûr, la pellicule couleur. Il écrit « Il faut savoir faire en sorte que le bleu du ciel, des papiers peints ou des tissus d'ameublement ne soit pas simplement la couleur de ces papiers ou tissus, mais qu'il possède au moment voulu sa valeur émotionnelle propre. » Bon, c'est typiquement du Klimt, ça, ou du Vuillard. Pourquoi dit-il cela? Il dit cela parce qu'en fait, la couleur, est plutôt le coloris, et non pas la couleur enfermée dans les limites de l'objet coloré. Hein. La couleur est un événement, ce que dira plus tard Merleau-Ponty, par exemple. La couleur est un mouvement, ce qu'on voit tellement bien dans cette espèce de grisaille mouvementée, c'est une tempête de Hokusai dans la manga. La couleur, c'est un mouvement physique, subtil, cosmique. C'est le contraire d'une stase. Vous comprenez pourquoi la couleur peut être le véhicule même d'une ekstase, bien sûr. C'est un mouvement qui concerne tout aussi bien, notamment si vous lisez les mémoires de Eisenstein, la constitution la plus intime du sujet psychique. Plus tard, je vous raconterai certains, notamment quand il raconte ses souvenirs d'enfance, qui sont des souvenirs aussi de choses comme ça, c'est-à-dire qui ressemblent à les paravents japonais, les choses atmosphériques comme ça. Et donc, ce mouvement de la couleur constitue une Stimmung, une atmosphère psychique, l'espace d'un moment particulier. Les frontières du lointain et du proche, tout cela devient complètement poreux. Tu ne sais plus si tu es à l'intérieur de toi ou dans un paysage immense. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très romantique, typiquement romantique. Comme si les spatialités qui sont en jeu étaient devenues sensoriellement interchangeables. D'où l'intérêt, par exemple, ça c'est un autre motif, mais très 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 important chez Eisenstein, pour que les choses soient interchangeables, c'est-à-dire pour qu'on ne se contente pas de dire bah oui, voilà, c'est devant ou c'est à l'extérieur. Mais non, c'est pas à l'extérieur, c'est
c'est derrière mes paupières, c'est dans ma tête. Voilà. Pour que ça soit interchangeable, il y a quelque chose d'essentiel là que je ne fais qu'évoquer, c'est la question de la désorientation. Dans la non-indifférente nature, Eisenstein donne une autre version de son commentaire sur le Lamento des brumes. Il parle d'un rapport établi entre, dit-il, la surface mélancolique de la mer et, dit-il, l'océan de la douleur humaine. Alors là, on est dans l'image, je ne sais pas, poétique. Et il en parle aussi selon toute une stratégie chez lui. C'est un mot magnifique aussi, l'impondérabilité. Tout à coup, il n'y a plus de poids. Tout à coup, il n'y a plus de gravité. Il est possible que les choses soient extrêmement graves ou tout à coup dégagées de toute loi de la gravité. Ou bien un objet n'a plus de contour précis, dit-il. À ce moment-là, disons, l'enjeu du plan qu'il construit, il se situe sur un plan, justement, c'est le cas de le dire, tout à la fois lyrique et technique. Je dis technique parce que, voilà ce qu'il dit, au tulle naturel des brumes réelles viennent s'ajouter le tulle des trames placées devant l'objectif pour donner du flou aux profondeurs. Ça veut dire que tout est bon. L'atmosphère filmée, mais aussi une trame placée devant l'objectif. Et il continue. Et cela est repris par le flou optique des bords de l'image, obtenu par un système de lentilles spéciales. Donc c'est très élaboré, c'est pas juste filmé dans la brume, c'est très élaboré sur l'appareil même de la caméra. Dans la même page, il dira aussi que le flou des contours, des éléments représentés, eh bien c'est exactement comme un son qui se perdrait dans les lointains. C'est très très beau. Là, on arrive au deuxième paradigme à travers lequel il parle de ces brumes. C'est le paradigme musical. Donc, il parle du lamento des brumes. Mais d'abord, lamento, c'est vocal, c'est sonore. Mais il emploie aussi le mot symphonie, symphonie funèbre, ou, ça c'est dans les mémoires, ou dans un autre texte, symphonie des gris, ou bien symphonie des brumes. Ça, c'est dans la non-indifférente nature, et je vous lis le texte. C'est dans le 2e volume. Il fut donné à Potemkin de présenter l'un des exemples les plus élaborés et les plus achevés du paysage musical. Très, très. Ok. Ici, le paysage... Mais il a raison d'être fier. Il a raison d'être fier de lui. Ici, le paysage apparaissait dans une qualité totalement nouvelle. Il était inclus comme une composante expressive de la dramaturgie du film et la forme picturale du paysage avait changé, était devenue cinématographique. La symphonie des brumes dans le port d'Odessa est une sorte de post-peinture. C'est tout à fait ça. Se transformant en quelque pré-musique ou une musique pour les yeux. Voilà. À nouveau, vous comprenez, on parle encore de l'extase. On est dans le domaine extatique par définition, par excellence. C'est la musique, c'est le domaine de là où on sort de soi. Comme dit Eisenstein. Là, dans le cinéma, par les moyens de l'image, du montage, etc. Dans le cas des brumes, Eisenstein précise, toujours dans la non-indifférente nature, c'est de l'image débouchant sur de la musique. C'est cette musique plastique intérieure, donc musique plastique intérieure, que porte en lui ce paysage émotionnel agissant dans le film en composante musicale.
là, on est dans dans ce que Schoenberg appelait Farben. Voilà, là c'est Farben, couleur au pluriel. C'est-à-dire, vous savez qu'en allemand, Farben, ça veut dire aussi les timbres. Les timbres. Donc il y a une pièce extraordinaire de Schoenberg qui s'appelle comme ça. Mais là, on est dans le contrepoint. On est dans le contrepoint parce que je reviens à cette idée, gréement traditionnel sur fond de grue industrielle, ou bien infini du brouillard, et tout à coup, groupe d'oiseaux qui font un contre-sujet au brouillard, voyez ? Tout cela créant ce qu'il ose appeler une musicalité intérieure, qui répondrait donc à la musicalité du milieu ambiant, du paysage. Et cette musicalité, eh bien, il faut l'appeler lamento. Donc on est en plein dans la construction de cette scène qui m'intéresse depuis le début de l'année, la scène de lamentation, et même depuis 2 ans. C'est un chant funèbre visuel. Il y a un texte magnifique qui a été repris dans le recueil qui s'intitule « Le mouvement de l'art ». Ce texte, il a pour objet, je cite, « l'aptitude du geste à dessiner une mélodie ». On revient à la question du médium. Ce que Eisenstein comprend, et on est toujours dans la question de l'extase, ce qu'il comprend mieux que, je pense, quiconque à son époque, hein, vraiment. Il comprend les possibilités de n'importe quel médium, la peinture, le cinéma, la possibilité de n'importe quel médium à sortir de sa supposée spécificité par le rythme. C'est par le rythme, que ce soit un bond ou un glissement. De toute façon, c'est la façon pour lui de sortir le cinéma d'une supposée spécificité close. C'est pourquoi il y a déjà quelque chose de cinématographique dans les paysages chinois ou japonais pour lui. Et c'est pourquoi il est possible pour un cinéaste, comme pour un sculpteur, comme pour un peintre, de produire ce qu'il appelle, quelque part, je crois, je ne suis pas sûr que c'est le mot et de lui exactement, mais c'est évidemment l'idée, elle est très présente, d'une prosodie visuelle, d'une poésie. Donc, on avait un paradigme coloriste, on avait un paradigme musical, et survient très très vite, évidemment, un paradigme de poéticité, de poème, tout de suite, en parlant de cette scène. Eisenstein, là, on est dans cette brume, il nous fait attendre. On attend, on ne sait pas quoi, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On est dans l'espace de la divination, de l'expectation. J'adore ce mot, expecter, qui veut dire attendre et être hors du spectacle. On est hors du spectaculaire. On expecte, oui, c'est très, très, très beau mot. Et dans cette scène de brume, en fait, on est dans une véritable scène, je dirais, ou séquence où rien n'est formé, tout est en formation. C'est une formation, exactement comme vous dites, une formation de nuages, ou bien une tempête se forme. Et là encore, hein, je veux dire, les textes de Victor Hugo ont dû jouer un rôle très très important pour Eisenstein. La façon dont Victor Hugo décrit
l'arrivée d'une insurrection politique, exactement comme on voit arriver une tempête. Une tempête se forme. Tout à coup, il n'y a plus de vent. Ou bien tout à coup, le vent se déchaîne, etc. Bon. Toujours pour répondre aux différentes objections qui ont été faites à cette scène du Potemkin, le pathos. Non, le pathos, il est bien là, mais il est tout à fait autre chose qu'un simple attribut de tel ou tel personnage. Le pathos n'est pas ce qu'un personnage joue comme émotion. C'est bien au-delà. C'est le cadre est pathétique, le montage est pathétique, l'espace est pathétique, tout cela. Le pathos devient la façon même dont l'espace et le temps deviennent visibles. C'est rigoureusement, je pense, ce que voulait faire Eisenstein. Et voilà pourquoi, puisqu'on parle toujours de montage, parce qu'on parle de cette dialectique entre l'image coupe et l'image milieu, voilà pourquoi ce Lamento des brumes déploie absolument autre chose que un lyrisme un peu gnangnan comme ça. Vous voyez ce que Amengal appelait une lyrique de Rossignol. Voilà, c'est pas du tout une lyrique de Rossignol, le Potemkin. Au contraire, ce qui se passe dans la répétition lyrique des motifs de la mer, du brouillard et des gréements de voiliers ou bien des oiseaux qui prennent leur vol, cette répétition, elle crée des rimes visuelles. Et ces rimes, elles créent une spatialité, ce que j'ai appelé un résonateur psychique, quoi, quelque chose qui en fait qui annonce un contenu épique. Parce que j'ai parlé de tragédie tout à l'heure, bien sûr, il faut parler d'épos aussi, de poèmes épiques, qui va s'incarner dans les images à venir, où des femmes vont pleurer d'abord, et puis ensuite vont se mettre dans une sacrée colère, une sainte colère, comme je dirais. Et en même temps, cette répétition scande. Il y a un motif d'une tristesse qui ne cesse pas de revenir. La douleur revient. La douleur revient. Obsidionale, tout autour de vous. Impersonnelle, elle est partout. Et qui va devenir bientôt la scansion et la clameur d'un peuple tout entier autour du matelot mort.